que je fais, c'est de l'économie politique. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment la finance peut être un outil, c'est-à-dire comment est-ce que ça représente à la fois des opportunités, mais comment ça transpose aussi, parce que c'est un outil, puis que ça rentre dans le capitalisme et que le capitalisme a pour dynamique essentielle l'accumulation et l'exploitation, parce que c'est quand même de ça dont on parle, il faut être capable de le nommer. Mais quand on met la finance là-dedans avec des êtres humains, ça veut dire des risques et beaucoup de potentiel, à la fois positif et négatif. L'image que j'ai choisie pour démarrer ça, c'est une carte qui vous représente, en fait, les niveaux d'exclusion financière. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a environ 1,7 milliard de personnes actuellement à travers le monde qui n'ont pas accès à un compte bancaire dans une institution formelle. Et ça représente, cette carte-là, en fait, la construction d'un grand problème de développement. Ça fait des décennies qu'on nous dit que sans finance, sans accès à la finance formelle, et là, on veut dire par là accès au crédit, mais accès aussi à l'épargne et voire accès même à des services d'assurance. Hein. On part de cette construction-là du monde où on nous dit ça, c'est un problème de développement. C'est-à-dire que sans accès à la finance, il n'y aura pas possibilité d'inclusion dans le fonds économique. Mais qu'est-ce qui arrive quand on inscrit ça dans le capitalisme? C'est que ça devient pas juste un projet de développement socio-économique, ça devient aussi une opportunité de marché. Parce qu'on s'est rendu compte à travers le temps, à force qu'on était capable d'offrir des services financiers à ces gens-là qui avaient difficilement accès, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de rentable, que ça fonctionnait. Donc, à travers le temps, ça l'a attiré différents joueurs. Et c'est ça, moi, que dans mes recherches, j'ai été amenée à mettre en évidence. La deuxième image que j'ai choisie pour vous montrer comment est-ce qu'on peut réussir à rejoindre ces espaces-là. Ce que vous avez ici, c'est une banque flottante. En fait, vous êtes situé au lago Titicaca, qui est un lac intérieur à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Et la particularité du lac, c'est qu'il est habité. Vous avez des îles ici qui sont, en fait, des maisons flottantes, si vous voulez. Le bateau, ici présent, le logo de la BCP, en fait, qui est la Banco de Crédito del Pérou, qui est la plus grande banque commerciale péruvienne. On pourrait la comparer, je ne sais pas, à la Banque royale au Canada. Ce que vous avez, c'est ce grand acteur financier qui a choisi, qui est tellement motivé à aller donner des services financiers à ces populations-là reculées, qui a choisi de construire une banque flottante pour aller les rejoindre. Ça, pour moi, ce que ça signifie, c'est que pour réussir à intégrer dans la finance formelle, on a besoin, d'une part, de beaucoup d'ingéniosité. Il faut être capable d'innover. Mais ça veut dire aussi qu'on a besoin de beaucoup de capitaux, justement. Ça prend des sous pour être capable de faire ça. Mais ça nous indique aussi qu'il y a un mélange d'univers qui est fascinant. Un mélange d'univers dans le sens où les banquiers qui ont construit ces banques-là ne connaissent pas nécessairement l'univers qu'ils s'en vont rencontrer. Et c'est là la nécessité peut-être de vous présenter une troisième image qui représente justement cet assemblage-là des univers et qui est encore là tiré de la recherche que j'ai faite dans le cas du Pérou pour bien comprendre comment s'assemblaient différentes institutions et comment on réussissait à partir de là à étendre notre marché financier et donc à créer des risques et des possibilités. Ce que vous avez en haut, c'est justement les fameuses grandes banques. Et dans le bas, ce que je vous illustre, c'est sur le terrain, lorsqu'on veut rejoindre ces personnes-là, quelles sont les institutions qui sont reliées avec cette grande finance formelle et comment on réussit à attacher les deux pour être capable de distribuer du crédit. Vous avez ici, plus subtil en vert, une institution qui s'appelle la Edificar. La particularité de la chose, c'est que c'est une ancienne ONG. Quand on parle de microfinance, de microcrédit, la Grameen Bank, par exemple, au Bangladesh, ou encore de Mohamed Yunus, qui a gagné le prix Nobel de la paix avec cette initiative-là, on a souvent en tête ces petits organismes communautaires, presque, ou vraiment des ONG qui vont aller donner du crédit à très faible taux d'intérêt. Historiquement, c'est vrai que ça s'est produit. Maintenant, quand on va sur le terrain observer comment on réussit à étendre la finance dans le capitalisme aux personnes pauvres, aux communautés qui sont traditionnellement plus exclues, ce qu'on voit, c'est exactement ça, là, c'est typifié. Edificar, cette ancienne ONG qui graduellement est devenue une institution financière plus traditionnelle et qui, à terme, a été carrément achetée par la plus grande banque péruvienne, la Banco de Crédito del Pérou.
parce que les banques se sont rendues compte que c'est rentable, mais aussi parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas tous les outils et tout le savoir-faire pour rejoindre ces populations-là. Et maintenant, quand on assemble les deux, les capitaux, le savoir-faire des grandes banques commerciales et les anciennes ONG qui savent comment rejoindre les populations les plus marginalisées, on a, oui, un potentiel de distribuer des services financiers. Mais est-ce qu'avec ça, on fait de l'inclusion économique? Et c'est là que le problème apparaît et qui devient vraiment plus sérieux. Parce que nos anciennes ONG, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles faisaient ce qu'on appelle de la finance ou du crédit entrepreneurial. On insérait ça dans un projet d'accès, justement, au marché. Être capable de vendre ses produits et services, de faire différentes choses productives. C'est-à-dire, est-ce que le crédit que je vous distribue produit sa capacité de remboursement? Est-ce que je peux le rembourser? Maintenant, quand les ONG deviennent achetées par les grandes banques, il se produit aussi un processus historique d'évolution qui fait en sorte que ces produits-là d'accompagnement à l'entrepreneuriat n'existent plus et que tout ce qu'on fait uniquement, finalement, c'est distribuer du crédit. Je pourrais vous demander, au bas mot, à combien on peut penser que se chiffre l'accès au crédit, c'est-à-dire quels sont les taux d'intérêt moyens quand on parle de microfinance, microcrédit ou de finance aux pauvres. Bien, grosso modo, on dit que vous êtes au minimum à du 35-40 d'intérêt. OK? Et attendez, je n'ai pas terminé. Je vais arriver avec la prochaine diapo qui, elle, va faire particulièrement peur à ce niveau-là. OK? Là, je vous montre, moi, ce que j'ai vu en Amérique latine. Donc, de se dire, on nous parle davantage d'un écosystème au niveau économique à ce niveau-là. Bien, un écosystème, c'est censé être harmonieux. OK? Mais est-ce que c'est démocratique? Et il semblerait que non, pas du tout. Il n'y a pas de démocratie dans un écosystème. Vous avez ici Getbox, qui est en fait la filiale bancaire d'une nouvelle firme financière qui opère principalement en Afrique. Ça, c'est leur succursale au Kenya. OK? On est face encore là à un cas d'un acteur financier qui a acheté une ancienne ONG. Dans ce cas-ci, c'est l'ONG Opportunity International. Le taux annuel pour le crédit qui est offert par Getbox, on est à 406 %. Quand on parle de qu'est-ce que c'est comme possibilité d'intégration économique, bien, je vous laisse réfléchir à qu'est-ce que vous pensez que c'est possible de faire avec un crédit à 406 %. Donc, qu'est-ce que représentent les possibilités de cet écosystème-là? Pour moi, c'est clairement indicateur de questions qu'il faut sérieusement se poser. Et avant de conclure, je terminerai en disant, souvent, quand on travaille en économie politique sur les pays en développement, là, je vous ai parlé d'Amérique du Sud, je vous parle d'Afrique ici, on a l'impression que c'est loin de nous et que ça ne nous touche pas. Mais moi, mon argument, c'est que si on va observer dans les endroits où c'est le plus complexe et où c'est le plus difficile de construire le capitalisme et les marchés, je ne suis pas la seule à m'intéresser à ça. Et les grands acteurs financiers savent très bien que lorsque c'est le plus difficile, c'est là que les solutions innovantes vont émerger. Et à chaque fois, quand on observe ces processus-là, on se rend compte qu'ici, au Nord, dans les pays développés, on récupère ces initiatives-là et qu'on reproduit les mêmes types de processus. D'ailleurs, ce que j'observe dans mes recherches les plus récentes, c'est l'articulation entre ces acteurs financiers-là, le savoir des anciennes ONG et maintenant l'intelligence artificielle et les fameuses fintechs, c'est-à-dire les innovations financières. Donc maintenant, pour être capable de distribuer ces crédits-là aux personnes pauvres de manière massive, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on utilise le big data, on utilise des données massives, on exploite les réseaux sociaux, on exploite la téléphonie mobile pour être capable d'arrimer et d'accélérer la distribution et l'accès au crédit. Ce que je vous présente ici, c'est un autre pan de mes recherches. C'est en fait le réseau du crédit communautaire québécois. Parce qu'il y a quelque chose de particulier au Québec quand on parle d'accès au crédit, de microfinance, donc de services financiers destinés historiquement aux entrepreneurs, OK, pour réussir à faire de l'inclusion économique. Bien, ici, ça existe encore. On a un réseau d'organismes d'environ une quinzaine de régions du Québec qui se destinent à accompagner les petits entrepreneurs dans leur démarrage d'entreprise. La particularité de ce modèle-là, c'est que les capitaux qui sont distribués, c'est des capitaux locaux. On va mobiliser vraiment l'économie locale. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on frappe nécessairement certaines limites. Je pense que c'est là qu'il faut réfléchir collectivement ensemble. Ce qu'on voit, c'est que les possibilités d'amélioration des revenus restent
à l'échelle très, très, très micro, même quand les modèles sont centrés sur l'inclusion économique, et qu'on reste aussi dans des trajectoires où on entretient une très forte vulnérabilité économique, parce que les projets restent à micro-échelle et qu'il y a très peu d'amélioration des revenus de base. Je vous remercie.